J'espère que tout le monde va bien. L'incontournable. Alors, partagez le direct. Partagez le direct. Voilà, si vous pouvez le partager, faites-le maintenant. C'est très important. Partagez le direct. Partagez le direct, partagez le direct. L'incontournable. L'incontournable. Partagez le direct. On va se laisser. Partagez le direct. Voilà. Aujourd'hui, au moins, ce n'est pas une histoire de cassement du papeau. On va parler de politique aujourd'hui, donc soyez branchés. C'est très important. On m'appelle tout terrain. L'incontournable. Il a compris tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Donc c'est très important, chers parents, chers amis, chers frères. L'incontournable. 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 Alors, bonsoir à tous et à tout temps. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable, bien complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Boum Boum. Laisse-moi mourir 5 heures plein droit, El Padrino, Camaride, Zoula Moudjam. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de Guillaume Soro et de Charles Blegoudé. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, on veut que les pays africains soient indépendants. On ne veut plus que les pays africains voient leur population souffrir. Mais pour ne pas que le peuple africain souffre, il faut avoir des politiciens dignes de ce nom qui vont avoir au moins un amour profond pour le peuple. Et pour avoir l'amour profond pour ce peuple, il faut une décision décisive vis-à-vis de ceux qui malmènent l'Afrique depuis des décennies. C'est-à-dire, dans la vie, c'est ça. Hein? Quand une pièce de monnaie ne t'arrange pas, tu la changes et tu prends une autre monnaie de pièce. Donc, cette monnaie de pièce qui est l'Occident, qui ne nous arrange pas, et cette monnaie de pièce, celle avec qui nous avons des relations pendant des décennies, je peux dire même, ça fait au moins aujourd'hui plus de trucs de 3 siècles que l'Occident est en Afrique. Mais leur présence en Afrique ne fait pas émerger les pays africains. Leur présence en Afrique, c'est comme si on partait de pire en pire. Parce que rien n'évolue, le peuple africain et nos dirigeants, ils ont un problème. Ils oublient que le peuple africain augmente de façon exponentielle. Aujourd'hui, on n'atteint même pas encore 2 milliards, 3 milliards. Mais les Africains souffrent déjà. Imaginons, d'ici 20 ans, les Africains vont devenir quoi? C'est-à-dire, on va encore se multiplier. On va encore se multiplier 5 fois. Mais le peu qui est déjà là, qui n'arrive même pas à manger, si ce peu n'arrive pas à manger là, imaginons d'ici 20 à 30 ans, mais ça sera encore le chaos. Nos politiciens devraient savoir cela pour prendre des décisions fiables qui puissent arranger le peuple africain et le continent africain. C'est-à-dire, dans leur prise de décision, ils doivent tenir compte des intérêts du peuple africain. Aujourd'hui, on n'est pas nombreux, mais on part de guerre en guerre, de déstabilisation en déstabilisation. Mais pourquoi? Parce que les gens ont faim. Et ceux qui signent des accords économiques, des accords de défense, des accords de tout genre avec nos États africains, eux là, ils sont les premiers corrompus et ils poussent nos dirigeants dans la corruption. Et donc la corruption gangrène. C'est ceux-là aussi qui manipulent des gens à déstabiliser leur propre pays. Mais on n'est pas encore nombreux. Oui, on n'est pas encore nombreux. Aujourd'hui, en Afrique, tous les Africains, ils valent au moins 1 milliard quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, les Africains valent au moins 1 milliard. Mais d'ici 20 ans, là, on va atteindre 3 milliards. Mais si nous sommes aujourd'hui
à un milliard, à un nombre d'un milliard de personnes, et que c'est 1 milliard de personnes, l'Afrique, c'est la terre africaine qui est si riche, qui n'arrive même pas à nourrir ces 1 milliard d'Africains. Imaginons que d'ici 20 à 30 ans, les Africains se multiplient par 2 ou 4. Donc on va au moins atteindre au nombre de 3 à 4 milliards. On fait comment? Mais ça sera la guerre partout en Afrique. Et le désordre patenté dans n'importe quel pays africain. Donc pour éviter ce désordre, pour éviter ce chaos total en Afrique, c'est le moment de prendre les décisions. Et quand je regarde les politiciens ivoiriens, je ne vois pas quelqu'un capable de prendre des décisions dignes de ce nom. Ça me fait mal, mais je le dis. Parce que tous ces politiciens-là, c'est des gens incapables. Au moins Laurent Gbagbo, au moins lui un peu. J'ai dit un peu. Je ne dis pas que lui, un peu, parce qu'on a vu, il a gouverné le pays. C'était une occasion, une opportunité pour le FPI de Laurent Gbagbo, qui dirigeait le pays, d'enlever la Côte d'Ivoire dans les mains des Occidentaux. Il n'a pas pu le faire. Au contraire, il a suivi les Occidentaux, à signer des accords que les Occidentaux lui imposaient. Tous sortes d'accords qu'ils ont demandé, il les a suivis dans leurs bêtises. Et il a encore engouffré la Côte d'Ivoire. Il a livré la Côte d'Ivoire aux rebelles, comme les Alassane Ouattara, les Diom Soro, les Ouattao et consorts. Il leur a livré la Côte d'Ivoire sur un plateau d'or. Parce qu'il n'a pas su résister. Parce que résister là, c'est ça. Quand tu mènes une lutte pendant 30 ans, et que Dieu te fait grâce pour venir au pouvoir, tu avais promis aux Ivoiriens de leur enlever dans les griffes des trucs des impérialistes occidentaux. Maintenant, tu prends le pouvoir. Voilà une petite rébellion. C'est-à-dire, ils te testent. Mais tu dois réagir avec vigueur. Tu dois réagir avec sévérité. Mais non, il a été mou. Et ce sont ces mêmes impérialistes qui lui demandent signe tel accord. Et puis il les a suivis dedans. Et quand c'est comme ça, on appelle aussi la personne marionnette de la France. C'est de ça qu'il s'agit. On appelle la personne marionnette occidentale. Au moment où il a vu clair, au moment où il voulait se révolter, c'était déjà trop tard. C'était déjà trop tard. Son combat était déjà en retard parce que dès le début, il n'a pas pu entamer la démarche. Et c'est vers la fin il voulait entamer la démarche. On ne peut pas. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo a pris de l'âge. Il ne peut plus faire ce qu'il pouvait faire il y a de cela aujourd'hui, 10 ans en arrière ou 15 ans en arrière. Il n'a plus la même capacité de force qu'il avait auparavant. Maintenant, ces bons petits qu'il a formés là, quand je les vois là, je ne vois pas quelqu'un capable d'inspirer confiance au peuple ivoirien. C'est-à-dire les Assimi Goïta là, les présidents Akanji Touadéra, je n'ai pas encore vu un jeune ivoirien avoir un tel courage de ces deux là. Les Assimi Goïta, en commençant même par l'armée ivoirienne, quand on regarde tous les généraux commandants au sein de l'armée ivoirienne, il n'y a personne capable d'avoir le culot comme les Assimi Goïta. Il n'y a personne capable d'avoir le culot comme le président Akanji Touadéra en Côte d'Ivoire. Ils sont tous corrompus. Des toutous. Des impérialistes occidentaux. Ils sont tous des toutous. Tous ces leaders-là, ils sont des toutous patentés. Et quand je regarde ça, je me demande, est-ce que c'est possible de soutenir des politiciens qui sont comme ça? C'est-à-dire que tu ne peux pas te battre, vendre et mettre ta vie en danger pour des gens qui vont venir au pouvoir et continuer à coopérer avec les impérialistes qui vont nous donner 5%, eux ils vont prendre 80% sur nos propres richesses. Ça me fait mal. Parce que qu'est-ce que Laurent Gbagbo, qu'est-ce que les Ivoiriens n'avaient pas donné à Laurent Gbagbo? Laurent Gbagbo à son temps, les Ivoiriens ont donné leur poitrine. D'autres sont morts là-dedans. Souvenez-vous, les 2 ponts, les hélicoptères français ont commencé à bombarder devant l'hôtel Ivoire. Aucune justice n'a été faite. Et aucune plainte n'a été portée contre l'armée française ou bien le gouvernement français. Par le gouvernement d'alors qui était Laurent Gbagbo. Le gouvernement de Laurent Gbagbo n'a pas porté plainte contre l'État français pour crime contre l'humanité. Même les militaires français n'ont pas été poursuivis.
pour crime contre l'humanité. Et les gens pensaient qu'en donnant leur poitrine, en se révoltant, ils pouvaient obtenir cette petite indépendance. Malheureusement, le gouvernement de Laurent Gbagbo n'a pas réagi. Au lieu d'aller signer des vrais accords avec d'autres partenaires économiques, d'autres puissances étrangères, ils n'ont pas fait ça. C'est-à-dire, ils voyaient que la France jouait un double jeu. Au lieu de dépasser la France et aller signer des accords avec d'autres puissances étrangères, non, ils n'ont pas fait ça. Hein. Ils sont restés derrière la France, C'est en 2010, oui, on a signé un accord avec la Russie, avec la Chine. C'est du n'importe quoi. Au dernier moment là, où on dit le pouvoir est contesté par deux individus, c'est là où vous allez partir signer un accord. Mais c'était du n'importe quoi. Et c'est ce qui me fait mal. J'aime Laurent Gbagbo, mais c'est son côté là, son défaut. C'est cette erreur qu'il a faite. C'est ça qui me fait mal. Quand je regarde ça et que je fais un flashback pour le combat que le peuple ivoirien a mené pour lui et qu'il a dessus le peuple ivoirien, ça me fait très mal. Voici des gens qui ont suivi aussi Dramane Ouattara, pensant qu'il allait donner l'indépendance aux Ivoiriens, les rebelles, les militants de Dramane. Là. Eux là, ils pensaient que c'est un technocrate, c'est quelqu'un, il a travaillé au FMI, il a un plein pouvoir. Quand il parle, les impérialistes ne peuvent pas parler. Ah, Bravouquet, on l'appelait même Bravouquet. Ils ont pris des armes pour assassiner leurs propres frères ivoiriens et sœurs ivoiriennes. Aujourd'hui, Dramane Ouattara, il n'en a rien à foutre d'eux. C'est-à-dire, lui, l'intérêt des impérialistes d'abord avant les intérêts des des Ivoiriens. Et vous savez ce qu'il fait? Notre propre sous-sol, les ressources minières de notre propre sous-sol, ce n'est pas nous qui fixons les prix. Ce sont les impérialistes qui fixent les prix. Et ils nous donnent une croissance économique, des chiffres à 2 balles, pour dire non, la balance est excédentaire. Les chiffres sont montés à 10%. L'économie ivoirienne est positive. Tout va bien, 10%, mais les gens ne voient même pas l'argent où ça va. Ça n'a quand même monté à 100%. Des Ivoiriens souffrent. Mais on est encore 26 millions ou 25 millions, on souffre. Imaginons d'ici 20 ans, on va atteindre au nombre de 35 millions ou bien 30 millions. Maintenant, des gens qui sont à 25 millions, on n'arrive même pas à les nourrir. On ne permet pas à chacun de nous d'être à l'aise. Maintenant, quand on va augmenter, c'est là on va nourrir tout ce monde. Mais ça sera un chaos en Côte d'Ivoire. Ça sera un chaos, un désordre. Pas possible parce que les gens vont vouloir aussi leur part du gâteau. Et donc, les rébellions vont se multiplier. Le désordre va s'installer en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas facile. Voilà pourquoi je dis, Soro Diom et Blé Goudé, c'est des gens qui ne méritent pas d'être soutenus. Quand je les vois, ces deux-là, soi-disant leaders, c'est des corrompus, pas possible. C'est des faiblards. Ceux qui luttent pour ces deux individus-là, vous allez beau lutter, ils vont vous décevoir vers la fin. Blé Goudé, lui que je vois là, il ne peut pas avoir le culot de dire aux impérialistes de partager le gâteau 50-50 sur la table. Il ne peut pas leur demander de mettre le gâteau sur la table pour partager ça équitablement. Il n'a pas ce culot-là. C'est-à-dire, il va faire comme tous les autres dirigeants. Comme les Bédier, comme les Oufoué, comme les Gbagbo, comme les Dramane Ouattara. Il va faire pareillement. Donc, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut soutenir. On veut des leaders comme les Assimi Goïta. On veut des leaders comme les Touadéra en Kange, en Côte d'Ivoire. On ne veut plus des leaders à peu près. Quand vous regardez sur là, c'est des petits corrompus, des petits vendus. Afi même, on n'en parle pas. Afi Nguessan, on n'en parle pas. Blé Goudé, on n'en parle pas. Soro Diom lui-même, il a le flambeau des trucs, des corrompus en main. Il a le grade des corrompus en Côte d'Ivoire. Lui-même, on ne peut pas en parler. Donc, des gens, des individus pareils, comment on peut
les soutenir. Ces gens-là, le peuple ne peut plus verser son sang pour soutenir des individus pareils. C'est ce qui me fait mal. Et il y a des gens qui les suivent. Ah, Blegoudé, ah, Sorokian, Bapeoua, Bapeoua, ah, Bogota. Vous soutenez ces individus-là, ils vont apporter quoi à la Côte d'Ivoire? Rien du tout, c'est une continuité. Ce n'est pas des gens qui vont venir pour dire, bon, ils font partie de la nouvelle génération qui vont rompre ce lien. Assimi Goïta, il a vu que ça n'allait pas. Et que les autres présidents étaient des corrompus. Il a compris que, c'est-à-dire la sécurité du Mali, valait mieux que la coopération qu'il y avait entre le Mali et la France. Il a pris la décision. Il a nommé des gens autour de lui qui l'accompagnent dans sa lutte. Avec les menaces de Paris, il n'en a rien à foutre. Si c'était les Blegoudé, il y a longtemps, ils ont cédé. Les Gbagbo, il y a longtemps, ils ont cédé. Les Soro-Diom, il y a longtemps, ils ont cédé. Les Ouattara, il y a longtemps, ils ont cédé. Mais est-ce qu'il n'y a pas l'armée française au Mali? Il y a l'armée française au Mali. Malgré leur présence, malgré leurs menaces, malgré que le pays est divisé en deux. Parce qu'au Mali, là, c'est comme la Côte d'Ivoire. Les rebelles contrôlent une très grande partie. Ou même les autorités maliennes n'ont pas accès. Il y a d'autres villes où les autorités maliennes ne peuvent pas aller. Et c'est la France qui est là-bas, qui surveille ces bandits-là. Mais Assimi Goïta a pris la décision. Il a décidé de mettre un terme à cette coopération qui est bizarre. Qui a même, c'est le premier ministre qui a accusé même la France à l'ONU pour dire que c'est la France qui fabrique les terroristes et c'est la France qui les nourrit, c'est la France qui les alimente, c'est la France qui les encourage. Qui peut faire ça en Côte d'Ivoire? Quand vous voyez les leaders, Babo, Bédier, Alassane Ouattara, Blegoudé, Soro-Diom, qui parmi eux peut oser tenir ce genre de discours? Babo, quand il était au pouvoir, il n'a pas pu tenir ses discours. Quand il était au pouvoir, il dit le pays est divisé, on n'a qu'à faire doucement. Il a cédé c'est-à-dire à tous les accords. Kléber, Makoussi, truc, je ne sais même plus. Ouaga 1, Ouaga 2. Accord de quoi là? Accra. Il a cédé à tous ces accords. Mais Assimi Goïta, malgré que son pays est divisé, lui, il ne cède rien. Menace de trucs comme Jean-Yves Le Drian. Il dit foutez-moi le camp. Florence Pali quitte ici, elle menace. Même le président français menace. L'Union européenne, c'est-à-dire l'Union, les différents, les 28 pays de l'UE, l'Amérique, la grande Amérique, l'Angleterre, tout cela menace. Il dit je n'en ai rien à foutre. C'est ça, on dit quelqu'un à l'Enyang. C'est ça, on dit un vrai leader. Il ne cède pas. Il ne parle pas, mais il agit. Il ne parle pas, mais il agit. Il est menacé par même la CEDEAO, par ses propres frères africains, mais il ne cède pas. Si c'était en Côte d'Ivoire, il y a longtemps, ils auraient déjà cédé. Il y a longtemps, que ce soit Gbagbo, Ouattara, Blegoudé, Soro, ils vont céder le plus tôt possible. Ils vont céder, ils vont tout de suite dire, ah, la France a parlé, il ne faut pas, ils vont nous bombarder. Ils allaient signer des accords bidons et ils n'allaient pas tenir compte de la volonté du peuple. Parce que Laurent Gbagbo, à son temps, le peuple a montré sa volonté d'en découdre avec les impérialistes, de rompre les liens avec les impérialistes. Mais Laurent Gbagbo n'a pas eu le courage d'accompagner le peuple dans son engagement. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand le peuple est déterminé et que le leader, que le peuple soutient, lui-même il n'est pas honnête, il n'est pas cohérent, il n'est pas honnête vis-à-vis du vœu du peuple, mais ça échoue. Voilà pourquoi le combat de Gbagbo a échoué. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi le combat de Gbagbo a échoué. Parce qu'il n'a pas tenu compte du peuple. Et il a imposé le peuple aux rebelles. Il dit non, on sait que la pilule la même, mais essayons là. Il propose que Soro-Diom devienne premier ministre, un grand rebelle, à ce que les rebelles intègrent l'armée. Le peuple était contre, mais il a imposé ça au peuple. Donc il n'a pas respecté la volonté du peuple. Quand il voulait aller négocier, le peuple lui disait, il ne faut pas aller négocier. Il dit non, on va chercher la paix, on va négocier. Donc lui-même, il n'a pas été honnête envers le peuple. Voici le vrai problème de la Côte d'Ivoire. Et il n'y a pas, j'ai dit c'est lui qui est un peu. Mais lui-même, il a aussi échoué. Et Laurent Gbagbo
Ouattara, Bédié, Brégoudé, Soro, Yom, ce n'est pas des gens capables de libérer la Côte d'Ivoire. Il y a des gars qui peuvent se plaindre. Il y a des gens qui sont des pro-Babo, des pro-Ouattara, des pro-Brégoudé, des pro-Soro, des pro-Bédié. Ils vont être contre mes propos. Mais ce que je dis, en âme et en conscience, chacun de nous le sait, que ces leaders-là, ce n'est pas eux qui vont libérer la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas ceux-là qui vont rompre les accords coloniaux entre la France et la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas ceux-là. Parce qu'ils ont déjà fait leurs preuves. On a vu, ils n'ont pas été en mesure d'aller jusqu'au bout. À un moment donné, lorsqu'on les menace, ils cèdent. C'est des gens qui cèdent quand on les menace. C'est des gens, ils ne savent pas où orienter la politique ivoirienne lorsque c'est chaud. Ils ne savent pas avec qui il faut signer des vrais accords pour défendre, pour défendre l'État ivoirien. Laurent Soflan, tu dis je ne suis pas normal, mais c'est ton père qui est normal. Ou bien c'est ta mère qui est normale. Ou bien ce que je dis là, tu n'es pas en Côte d'Ivoire, tu ne sais pas que non, ce que je dis là, c'est une vérité absolue. Prends autant d'Oufoué, fais l'historique des dirigeants de la Côte d'Ivoire. Oufoué lui-même, c'était un France-Africain. Lui-même là, le père de la nation, quand on dit père de la nation, c'est un France-Africain fatigué. Il pouvait refuser quoi à la France? Tout ce que la France lui disait, c'est ce qu'il faisait. Il a même participé à la déstabilisation de d'autres pays africains. Au profit de la France. Il a participé même à la mort de Thomas Sankara au profit de la France. En installant Blaise Compaoré, en donnant même femme à Blaise Compaoré. Donc ça, je me limite sur ça. Prends le cas de Bédié. Qu'est-ce que Bédié a apporté? Bédié, c'est lui-même saut dessus là, et puis ce là. C'est Bédié qui a vendu ça. C'était une société ivoirienne. C'est Bédié même qui a liquidé ça aux Européens. Et précisément à la France. Donc nous, l'électricité, on paye. C'est-à-dire, l'électricité, c'est sur notre propre territoire. Les barrages et tout. Mais la compagnie qui fait ces barrages-là, ce n'est plus pour la Côte d'Ivoire. On dit barrage de Tabo, Ayamé 1, Ayamé 2, tout ça là, ce n'est plus pour nous. C'est nos fleuves qui produisent l'électricité. Mais on paye l'électricité dans la main de la France. Est-ce que vous comprenez? C'est Bédié qui a vendu. Donc lui-même, c'est un corrompu. Au moment où d'autres États luttent pour leur indépendance, pour protéger leurs entreprises, c'est là Bédié, lui, il vient, il vend les entreprises ivoiriennes au profit de la France. Donc, ce n'est pas quelqu'un à qui les Ivoiriens vont faire confiance pour dire, bon, on va libérer la Côte d'Ivoire du joug français. Il faudrait que ça soit clair. Sur le cas de Bédié, je m'arrête. Gueye, lui, il est venu. Il n'a pas fait quand même 1 an. Il a fait au moins 8 mois ou 10 mois de règne. Il n'a rien fait de bon. Il n'a même pas engagé une lutte anti-impérialiste. Lui, son combat qu'il a engagé là, c'était de Bamougou, les gros bras de Côte d'Ivoire. Il a commencé à pourchasser les gros bras. C'est dans ça qu'il a éliminé les John Pololo et tout. C'était ça son combat. Pendant ce temps, on lui demandait, il faut faire un combat pour libérer la Côte d'Ivoire du joug français. Lui, non, c'est gros bras. Non, Gueye, lui-même, on ne parle pas de lui. Son combat, sa lutte a été nulle. A été nulle. Laurent Gbagbo, il vient. Il nous a donné espoir. Pendant des années, il s'est opposé à la politique d'Oufoué, à la politique de Bédié. On s'est dit, ah, voici quelqu'un qui va nous libérer. Voici quelqu'un qui va nous permettre d'avoir une véritable indépendance. Bon, il vient au pouvoir en 2000. Laurent Gbagbo connaissant le plan de la France. Parce que ne soyons pas idiots, nous les Noirs, ne soyons pas idiots. Il faudrait que ça soit clair. Faut pas, on va dire Laurent Gbagbo n'était pas prêt et que rébellion a frappé. Non. Quand il a pris le pouvoir en 2000, en 2001, là, ils ont essayé de faire coup d'état contre lui. Il était au courant, non? Ses services de renseignement ne lui ont pas fait comprendre. Le complot de la Mercedes, je ne sais pas, noire ou blanche. 2002, 2001, ils ont tenté de faire coup d'état contre lui. Il devrait automatiquement comprendre que la France n'était pas avec lui. Et que dès cet instant, il fallait entreprendre des négociations sérieuses avec des pays capables de venir en Côte d'Ivoire et protéger les autorités ivoiriennes pour faire contrepoids face à la France. Il ne l'a pas fait. Il a laissé. 2002 est arrivé. C'est-à-dire 1er janvier, 2 janvier, jusqu'à nous sommes
arrivé dans le mois de novembre. Vous savez, c'était vers la fin de l'année 2002 en fait. Donc, depuis le début de l'année 2002, il n'a même pas entrepris de démarche pour signer des accords sérieux avec une puissance étrangère pour faire contrepoids face à la France. Il ne l'a pas fait. Donc, vers la fin de 2002, 19, dans la nuit du 18 au 19 jusqu'au 20 septembre 2002, voilà un coup d'État qui échoue. Ça a échoué, les rebelles sont remontés. Il était en Italie, il rentre en Côte d'Ivoire. Les rebelles ont pris le centre jusqu'au nord. Mais quelqu'un qui est sérieux, qui veut libérer réellement son pays, qu'est-ce qu'il fait? Voyant que la France s'interpose, parce qu'il a voulu libérer, et la France s'est interposée. Il devrait, dès cet instant, comprendre que la France était complice à ces bandits. Il devait rompre toute coopération militaire avec la France. Signer un partenariat gagnant-gagnant avec d'autres puissances, capables de faire contrepoids face à la France et accompagner l'État ivoirien à libérer le pays. Il ne l'a pas fait. Au contraire, il dit non, notre partenariat c'est avec la France, les armes qu'on avait, il n'y avait pas de munitions. Vous comprenez? C'est-à-dire la Côte d'Ivoire, l'État ivoirien a des armes qui n'ont pas de munitions. Et donc la Côte d'Ivoire ne pouvait pas combattre les gens. Mais si les armes n'ont pas de munitions, vous demandez à la France refuse de vous donner des munitions et des armes adaptées pour combattre les rebelles. Mais Laurent Gbagbo et son gouvernement devraient comprendre dès cet instant que la France a joué un double jeu. À partir du moment où votre partenaire, soi-disant, partenaire de trucs en coopération militaire, joue un double jeu face à des rebelles, mais vous rompez la coopération. Vous rompez la coopération. Vous rompez la coopération et vous signez des accords avec d'autres puissances. Laurent Gbagbo ne l'a pas fait. Et il a laissé la France à prendre position, à piller le nord, le centre, à pousser même les rebelles, à casser les banques, voler la BCAO, mettre la Côte d'Ivoire à sang et à feu, détruire des villages, massacrer des trucs. Et cela n'a pas poussé Laurent Gbagbo à changer de politique vis-à-vis de la France. Au contraire, il dit non, on cherche la paix. Mais il connaît l'histoire, c'est un historien. Il sait comment les Occidentaux fonctionnent. Il sait que en faisant cela, ils étaient en train de gagner du temps. Ils étaient en train de gagner du temps. Ils étaient en train de le piéger. Et ils lui ont demandé, il faut aller aux élections. C'est-à-dire tous les accords qu'ils lui ont demandé de signer, il signait ça. Jusqu'à les Mamadou Koulibaly pétait les plombs. Il s'énervait face à la politique de Gbagbo. Mais Laurent Gbagbo ne voulait pas écouter ses proches. Il faisait ce qui lui passait par la tête. Il n'a rien foutu sur cette histoire de rompre les relations entre la Côte d'Ivoire et la France. Même le peuple ivoirien, combien de fois le peuple n'est pas sorti pour s'opposer? Lui-même, il allait quitter le pouvoir. Où la France disait que non, elle avait perdu. C'est elle, les soldats français ont dit non, on a perdu la route. On partait de l'autre côté et puis bon, on s'est trompé. On dit, ah, c'est chez Gbagbo là, vous qui avez duré en Côte d'Ivoire ici, vous vous trompez. Vous prenez la direction. Voilà pourquoi on dit, si tu as les Yodés ont chanté, tu as quelqu'un qui a des politiques. Non, ce n'est pas ça. Politique tordue, nous on met en place. Et tout. Mais Laurent Gbagbo devait savoir qu'à partir de cet instant, il voulait l'enlever au pouvoir. Mais non, il n'a pas tenu compte de ça. Linas Makoussi, Accra, Ouaga, je ne sais pas, Québec, il a tout signé. Mais toi, tu dis que tu luttes contre les impérialistes. Eux, ils te demandent de signer un accord. Tu vois que les accords que tu signes là, ça y est là, t'arracher le pouvoir. Et ça donne le pouvoir aux rebelles. Mais ils signent quand même. On appelle ça quoi? Comment on peut appeler ça de vous à moi? Si ce n'est pas une marionnette de la France-Afrique. Je supporte Gbagbo, mais il faudrait qu'on se dise les vérités. Si ce n'est pas une marionnette de la France-Afrique, il a fait des Soro. Il lui a donné beaucoup d'argent. Soro a renforcé sa rébellion. Il a permis au Ouattao d'avoir des postes pas possibles. Les Kone Zakaria, des analphabètes qui ne savent même pas parler. Il leur a fait des postes pas possibles. Et les dignes fils du pays,
qui s'exprimaient bien, qui étaient déterminés à faire truc. Non. Ils sont restés des petits sergents dans l'armée. C'est tout ça là qui a frustré les gens qui veulent la faire. On poussait les gens à quitter Laurent Gbagbo pour se rallier à Dramane Ouattara. Ben, d'autres se sont dit, mais à quoi bon de supporter quelqu'un qui ne nous met pas au haut rang, qui fait les éloges des rebelles, qui les nomme des généraux et consorts, et nous on est toujours restés petits sergents. Qu'est-ce qu'on va foutre avec encore Gbagbo? On préfère se rallier aux rebelles. Beaucoup ont déserté, ils se sont mis à les rebelles. Voilà un truc Assimi Goïta. Vous ne suivez pas l'exemple malien. Voici un petit, un jeune homme. Lui, c'est pas un politicien. Hein. Lui, c'est pas un politicien, mais étant dans l'armée, il a observé la manière dont la France fait, dont les Occidentaux font. Il a observé, il voit que ces dirigeants, ils sont bizarres. Laurent Gbagbo, c'est-à-dire, Laurent Gbagbo est un politicien chevronné, plus que Assimi Goïta. Donc, Laurent Gbagbo, lui, il a commencé à faire politique. Assimi Goïta n'était pas encore né. Mais le petit, il vient, il quitte dans l'armée. Lui et ses amis, il dit, hey, prenons le pouvoir. Là, c'est comme, voilà, ça ne peut plus continuer. Ils prennent le pouvoir. Ils ont chassé les malhonnêtes. Les marionnettes, ils les ont chassés là, ils se sont positionnés. La France a utilisé toute sa diplomatie. C'est-à-dire les stratèges français, ils se sont mis au travail. Ils ont décidé d'élaborer des plans pour mettre Assimi Goïta hors d'état de nuire, lui et ses camarades. Mais la grande France n'a pas pu le faire. La France a utilisé même des présidents de la sous-région, les Alassane Ouattara, le président nigérian et consorts. Mais tout ça, là, ça n'a pas abouti à quelque chose. Ils ont utilisé même Bazoum, le président nigérien. Tout ça pour mettre hors d'état de nuire Assimi Goïta et ses amis. Eux, ils n'ont pas cédé, ils ont résisté. Comme c'était trop chaud, ils ont dit, bon, écoute, Poutine, s'il te plaît, viens nous donner coup de main parce que là où ça va, là, on ne comprend plus. Hein? La France nous assèle ici, les Africains nous assèlent ici, et puis même, ils ont menacé. Ils ont dit, non, Ecomog allait y intervenir. Que si les élections n'étaient pas organisées, en février de l'année prochaine, ils vont faire une coalition d'Ecomog pour l'enlever au pouvoir. Quand il a vu ça, il dit, bon, il n'y a pas de souci. Il dit, Poutine, envoie-moi tes militaires. Voilà. Comme ça, le Ecomog, là, où le Ecomog va passer pour venir m'enlever au pouvoir, là, on voit. Le Ecomog, où ça va, c'est avant que Ecomog ne l'enlève, ça doit marcher sur les soldats de Poutine. Leurs militaires Ecomog, là, doivent marcher sur les corps des Russes avant d'enlever Assimi Goïta. Sinon, s'ils n'ont pas pu le faire, là, c'est Assimi Goïta qui va marcher sur les corps de leur Ecomog. Donc, c'est clair, le message est clair. Avant de m'enlever, marcher sur les corps des soldats russes. Même dans leurs rêves, ils ne peuvent pas. Donc, ils vont beau cacher, ils ne pourront rien faire. Maintenant, s'ils prennent des sanctions, aujourd'hui, la Chine est déterminée à financer les pays africains. C'est que la France ne fait pas la Chine. La Chine a un gros budget pour les Africains. Donc, le Mali sort de la CEDEAO et demande à coopérer avec les Chinois, les Algériens, les Russes, les Iraniens, les Turcs. Il y a d'autres partenaires. Les Africains, ils sont dans leur but. Ils pensent qu'en dehors de la France, il n'y a pas d'autres pays. Erdogan, lui, il est déterminé à signer des contrats. Il suffit qu'Assimi Goïta dise, Maître Erdogan, le président Moustachu vient investir en Turc au Mali. Il va courir pour investir. Les Iraniens, les Mollahs, venez investir. Ils vont courir. Chinois, venez. Eux-mêmes, ils attendent ça. Ils attendent ça. Russes, venez. Et puis d'autres pays africains qui sont bel et bien, qui veulent bel et bien coopérer le Mali. Ils vont coopérer et puis c'est fini. Comme la Côte d'Ivoire ne veut plus donner son port, mais le Mali va utiliser le port algérien, un contrat entre l'Algérie et le Mali, et puis le Mali, c'est les marchandises maliennes vont passer par le port algérien, ou bien par les ports algériens, et puis c'est fini. C'est la Côte d'Ivoire qui va perdre. C'est Dramane Ouattara et son gouvernement qui va... Vous pensez que quoi même? Non, le Mali est enclavé. Oui, enclavé. Mais il y a d'autres pays à côté là qui ont... Si la Mauritanie veut, le Mali signe un accord avec la Mauritanie, les marchandises vont passer par là-bas. Si la Côte d'Ivoire ne veut pas. Maintenant, concernant le courant, l'électricité, si la Côte d'Ivoire veut couper l'électricité,
Mais l'Algérie peut fournir l'électricité aux Maliens. Donc, il y a plusieurs possibilités. Donc Assimi Goïta a compris. Il a mis hors d'état de lui les Français. Voilà, maintenant la France court pour demander l'aide de l'ONU, des États-Unis, de l'Union européenne. En Côte d'Ivoire, la France n'a même pas fourni d'efforts pour malmener le gouvernement de Gbagbo. Mais devant Assimi Goïta, la France a remis ciel et terre. Parce que la France est coincée. Le petit est en train de malmener la France sur tous les plans. Mais la France a déjà perdu la bataille. Elle a déjà perdu la bataille. Voilà en Centrafrique. Ils étaient obligés de plier bagages pour fuir. Ils ont dit non, on ne forme plus les militaires. On ne forme plus les militaires centrafricains. Mais ils ont dit, mais foutez-nous le camp. Est-ce que vous êtes les seuls gens capables de former une armée? Si vous ne voulez plus les former, mais les Russes vont leur donner une formation. Et donc, du coup, les Européens ont plié bagages. Ils se sont cassés. Ils ont plié bagages, ils se sont cassés. Donc, voici, en Côte d'Ivoire, là, qui peut le faire? Quand vous regardez les dirigeants ivoiriens, ou bien les opposants, ces gens corrompus, qui est capable de le faire? Eux tous, ils sont des peureux. Ils sont des peureux, disons-nous la vérité. Donc, pour ça, là, les gens, ils vont donner leur poitrine encore pour un homme politique. Ils vont mourir cadeau. Et en retour, la Côte d'Ivoire va être encore dominée par cette France. Mais le monde avance là. Réveillons-nous. Sachant bel et bien que leur coopération ne nous apporte rien. Ça ne permet pas à la Côte d'Ivoire de se développer. Il y a d'autres puissances qui viennent d'arriver sur le territoire africain. Profitons-en. Maintenant, on est là, on est réticent, on va rester encore là. Cette opportunité va dépasser les Ivoiriens. Cette opportunité, encore, ça va nous dépasser. Au lieu de profiter pour être la première puissance militaire de l'Afrique de l'Ouest et la première puissance économique de l'Afrique de l'Ouest, on est là, et puis on nous pille. Quand est-ce qu'on va comprendre? Quand est-ce qu'on va comprendre? Je pense que quand je regarde les leaders, les opposants, comme ceux qui sont au pouvoir, personne parmi eux n'est capable de libérer la Côte d'Ivoire. Ils sont tous des plaisantins. C'est des gens corrompus qui travaillent avec la France. Simone Gbagbo, on n'en parle pas. Elle-même, elle est corrompue. Ses conseillers même sont des Français. Donc, on ne peut pas. Laurent Gbagbo, même ses conseillers, il y a des Français. Tout, c'est des corrompus, on ne peut pas. Ouattara, lui-même, c'est un champion dans ça. Blé Goudé, lui, non. Son entourage même est corrompu. Lui-même, il est corrompu. Soro, on n'en parle pas. Ces gars d'école même, c'est des Français. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre en retour de ces gens-là? Donc, voici un peu. Maintenant, pour finir, je tiens à vous informer que Soro Guillaume se trouve en Australie. Voilà, il est en Australie en ce moment. Parce que quand il a vu que le régime ivoirien le traquait beaucoup et que Michel Gbagbo avait décidé d'en découdre avec lui juridiquement parlant, Soro Guillaume s'est arrangé à aller loin de l'Europe. Donc il est en Australie, il vit sa belle vie. Au moins là-bas, peut-être sa vie ne serait pas menacée. Voilà. Il sait qu'ils ne vont pas le voir tout le temps dans les rues parce qu'il n'y a pas les Ivoiriens ne sont pas nombreux là-bas. Les Africains ne sont non plus pas nombreux là-bas. Donc il vit, il fait la vie de loup-gars, il profite, il fait ce qu'il a envie de faire. Personne ne l'inquiète là-bas et tout. Donc voici un peu les informations dont je disposais et ce que je tenais à dire au peuple africain. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire mes cassements de papou, parce que la politique, c'est pas la peine. Tu vas beau soutenir des gens, en retour, quand ils vont prendre le pouvoir, ils vont rien foutre. Ils vont toujours continuer à faire la politique des anciens, en fait. Voilà, ils sont pareils. Tant que je veux voir un vrai leader qui va donner l'espoir aux Ivoiriens pour dire, s'il prend le pouvoir là, le peuple ivoirien n'a qu'à dormir tranquille, quel que soit les gesticulations de la France, quelles que soient les gesticulations de la CEDEAO, il ne va pas céder. Assimi Goïta, il donne un exemple palpable. Hein? Le président centrafricain, il donne un exemple palpable. Et puis, s'il n'est pas allé quelque part, aujourd'hui, leurs sécurités sont garanties à 100%. Les Russes, là, eux, ils ne viennent pas pour piller le pays. Hein. Eux, là, ils viennent, ils font ce qu'on leur a demandé de faire. Ils ne s'immiscent pas dans la politique intérieure. Ils ne donnent pas des ordres de droits de l'homme.
Ils disent pas droit de l'homme. Non, non, ils ne sont pas là pour ça. Vous les avez invités à sécuriser. Eux, ils sécurisent seulement. Ils sont là. C'est lui qui va venir, ils vont en découdre à lui. C'est ça. Si le pays est occupé par des bandits, vous leur donnez des ordres. Ah, notre pays est occupé, on veut libérer notre pays. Ok, il n'y a pas de souci. Eux, là, ils sont à la première ligne. Ce n'est pas des gens qui sont là, non, ils sont à la première ligne. Ils vont affronter les bandits. Et même si le champ de bataille, ils meurent. Il y a d'autres qui meurent parmi eux. Mais ce n'est pas ça qui va les empêcher de lancer leur offensive. Et ils sont. Vous allez beau faire vos politiques, ce n'est pas leur problème. Ils ne vont pas s'immiscer, ils ne vont pas vous donner des ordres. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, voilà des gens. Donc, la Russie est le bras armé. Et la Chine est le bras financier. Est-ce que vous comprenez? Donc, la Chine finance, la Russie défend. Donc, voilà la coalition que la Chine et la Russie mènent en ce moment en Afrique. Donc, s'il y a des trucs, c'est la Russie qui vient sur le plan militaire et la Chine vient sur le plan économique. Ils sont forts économiquement parlant. D'ici 2030, la Chine sera la première puissance mondiale économique. Donc, les Africains, c'est le moment de profiter. N'attendez pas avant de faire truc. Non. Il y a des gens, ils sont pour les Occidentaux à cause des États-Unis. La Chine, d'ici 2030, c'est déjà clair. La Chine sera la première puissance mondiale économique devant les Américains et les Européens. C'est le moment de profiter. Au moment où ils sont rationnels, au moment où ils font des partages, 50-50, gagnant-gagnant, c'est le moment de profiter. On va rester là encore, dandiner, on va encore rester là. Non, les Occidentaux, ils pleurent parce qu'ils voient que le monde leur échappe. Ce n'est plus comme avant. Le monde, nous sommes dans un nouveau monde. Nous sommes dans le multilatéralisme. Voilà. Nous ne sommes plus dans l'unilatéralisme où les Occidentaux dominaient sur tous les plans. C'est fini. En ce moment-là, sur le plan technologique, la Chine, elle est avancée. Le plan militaire, la Russie aussi est avancée. Donc, qu'est-ce qui nous empêche, nous les autres, de profiter de ce moment-là pour faire business avec eux, où nous allons nous en sortir? Ils vont investir massivement. Pour les Africains, ils vont créer des infrastructures où les Africains vont travailler. On est là avec les Occidentaux. Eux, ils n'apportent rien. Aucune infrastructure. Ils font des ONG. On va venir en aide à l'Afrique. Quelle aide même? Aide depuis les années 1900 Toé. Et puis, l'Afrique n'avance pas. Les autres, eux, ils viennent avec des infrastructures. Allez-y voir en Éthiopie. L'Éthiopie, la Chine a boosté les Éthiopiens. Quand ils ont vu que l'Éthiopie devenait maintenant émergente, l'Éthiopie allait devenir le Dubaï de l'Afrique. Voilà les Occidentaux encore qui créent une rébellion là-bas pour faire tomber le gouvernement et mettre des marionnettes au pouvoir. Mais la Chine, la Russie, les Turcs et les Iraniens, ils se sont opposés. En ce moment-là, les rebelles, ils sont en train d'être déculottés. Ils sont là, les mater. Maintenant, les Occidentaux, c'est même là, on veut dialogue. Le gouvernement central dit il n'y a pas de dialogue. On va aller jusqu'au bout. Ils sont derrière eux. Donc, voici, c'est ce qui est clair. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable bien compris. Ciao. Et on est ensemble.